Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de septembre. Dans ce point lecture, j'ai du coup 3 romans à vous présenter ainsi que plusieurs ouvrages graphiques. Je vous parlerai donc tout d'abord du Dernier Magicien par Lisa Maxwell, publié aux éditions Casterman. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture en numérique du Collectionneur d'herbes par Francisco José Viegas aux éditions Mirobol. Et je terminerai du côté des romans avec Le Royaume d'Esia, le premier tome La Stèle du Destin par Mélanie Gaujon, qui est le nouveau prix de l'imaginaire Nouvelle Plume. Et du côté des graphiques, je vous parlerai tout d'abord rapidement de mon avis sur la version illustrée de L'Appel de Cthulhu par H.P. Lovecraft. Je vous parlerai également de mon avis sur le tome 3 des Enfants de la Résistance. Je vous parlerai ensuite de mon avis sur le premier tome de The Promised Neverland, la fameuse série de manga dont tout le monde parle. Et je terminerai avec mon avis sur les romans graphiques, enfin une partie des romans graphiques de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Voilà, j'en ai plusieurs à vous présenter. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec mon avis sur Le Dernier Magicien par Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'est un roman que j'ai gentiment reçu de la part des éditions Casterman. Il est sorti le 19 septembre, donc assez récemment. On est ici sur un roman fantastique et non pas de fantasy d'après moi, étant donné que le roman se passe à New York de nos jours et en 1902 avec de la magie, mais à New York, du coup dans notre monde. En fait, on va suivre tout d'abord l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Esta, qui vit donc à New York de nos jours. C'est un New York dans lequel il y a des magiciens, mais on comprend assez vite qu'en fait il y en avait beaucoup plus avant et que suite à un événement, les magiciens se sont vus un petit peu... Enfin voilà, la magie s'est vue un petit peu en déclin et assez mal considérée, ce qui fait que les magiciens sont de moins en moins présents dans l'univers. Du coup, en fait, Esta va être chargée d'une mission étant donné qu'elle peut voyager dans le temps, et à savoir qu'elle va devoir aller en 1902 à New York toujours pour récupérer un objet qui est un livre qui s'appelle L'Ars Arcana, et apparemment ce serait le destin de ce livre qui aurait un peu changé, celui de la communauté magique en quelque sorte. Et du coup voilà, sa mission va être de récupérer le livre. D'ailleurs, le tout début du résumé, les quelques lignes qui sont notées là, c'est « Stop, le magicien vole le livre, sauve l'avenir ». Donc voilà, du coup on va suivre Esta dans cette quête. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé les différents personnages, j'ai trouvé ça très intéressant que les personnages ne soient pas aussi tranchés qu'il n'y paraît au premier abord. Les personnages qui paraissent assez antipathiques sont finalement souvent intéressants, et les personnages qui paraissent gentils ne le sont pas forcément autant qu'on pourrait le penser. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. Il fait quasiment 650 pages, mais je dois dire que je l'ai vraiment dévoré. Après, malgré ça, j'estime qu'il y a quand même certaines coupes qui auraient pu être faites et que voilà, le roman traîne peut-être parfois un petit peu en longueur. Mais sinon, je dois dire que j'ai vraiment bien aimé, et surtout la partie dans le passé en 1902, je dois dire que j'aime beaucoup cette ambiance de manière générale, et encore plus là, puisqu'on se retrouve vraiment dans une sorte de magie un peu à la Houdini, avec des prestidigitateurs et ce genre de choses. Donc voilà, ça m'a bien parlé. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Juste avant de reposer, on en parle quand même de cette couverture que pour ma part j'ai trouvé franchement glauque à chaque fois que j'avais le roman devant les yeux. Ensuite, du côté donc des romans, j'ai également lu Le Collectionneur d'herbes par Francisco José Viegas aux éditions Mirobol. Celui-ci donc je l'ai reçu également de la part des éditions Mirobol il y a quelques temps maintenant, vu que le roman est sorti il y a quelques mois. Il s'agit en fait d'un roman policier portugais, l'auteur est portugais et le roman se passe au Portugal. On y suit en fait 3 personnes, il me semble, de la police, à savoir un inspecteur, un chef de police et une jeune femme qui est, je crois, inspectrice, mais je ne suis plus tout à fait sûre. Et à côté de ça, on suit les différentes affaires sur lesquelles ils enquêtent, notamment la mort mystérieuse de plusieurs Russes qui apparemment faisaient peut-être partie d'une mafia, enfin voilà, on essaye de le savoir exactement, et également la disparition d'une jeune fille assez mystérieuse. Tout ça va venir un petit peu s'entremêler et se rejoindre au fur et à mesure du récit. Je dois dire que, en fait, j'ai pas noté ce livre sur Livre Addict pour une raison assez simple, à savoir que j'ai l'impression d'être un peu passée à côté et de ne pas avoir tout compris. En fait, on est sur un roman policier où il n'est jamais écrit clairement que machin a fait le coup et que la fille a disparu pour ça. Enfin voilà, en fait c'est beaucoup avec des sous-entendus, et du coup, voilà, je suis un peu passée à côté de certaines choses et je pense que je n'ai pas tout compris. J'ai relu la fin, je pense avoir compris le gros de l'histoire, mais voilà, il y a quand même de grosses zones d'ombre pour moi concernant ce récit. C'est un peu dommage, mais voilà. Du coup, je pense que c'est peut-être un livre... soit sur lequel il faut être plus concentré que je ne l'étais,
soit qui est peut-être réservé à des personnes qui ont un peu plus l'habitude de ce genre et surtout du fait qu'on ne donne pas toutes les pistes aussi clairement qu'il le faudrait peut-être. Donc voilà. Ensuite, au niveau des romans, j'ai donc lu Le Royaume d'Esia, le premier tome, La Stèle du Destin par Mélanie Gaujon aux éditions Nouvelle Plume. Donc ce sont donc des romans qui sont disponibles chez France Loisirs avant de sortir du coup dans le commerce général et dans les librairies de manière générale. En fait, c'est donc le nouveau prix de l'imaginaire, donc le prix de l'imaginaire 2018 de Nouvelle Plume. J'ai lu les 4 lauréats précédents, donc du coup tous les gagnants. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers. Le 4e m'avait un petit peu déçu parce que j'avais trouvé ça plus classique en termes de fantasy. Je trouvais qu'à chaque fois, sinon c'était des romans qui étaient quand même assez innovants. Le 4e un petit peu moins, donc voilà, je croisais les doigts pour retrouver ce que j'aimais vraiment dans les romans précédents. Et je dois dire que j'ai plutôt été servie au niveau originalité, puisqu'en fait le royaume d'Esia c'est le royaume des morts. Et plus précisément c'est le royaume des âmes qui n'ont pas été particulièrement bonnes. Et en fait voilà, elles doivent faire des actions dans le royaume d'Esia avant de retrouver soit le royaume des vivants, soit d'aller dans l'autre royaume. Je crois que c'est Odéon, mais je suis plus tout à fait sûre, dans lequel donc il y a les âmes en gros qui sont jugées plus, meilleures. Et du coup nous en fait on va suivre le destin de ce royaume d'Esia dans lequel il y a un roi qui règne et en fait il a 2 fils. Les 2 fils vivent un peu mêlés dans la société sous couvert de pseudonymes et de métiers etc. puisqu'ils n'ont pas envie d'être connus comme étant des princes. Étant donné que ce sont des âmes, ils peuvent vivre pendant très longtemps et donc rester princes pendant très longtemps avant de peut-être un jour devenir roi. Donc voilà, du coup ils vivent mêlés à la société. Et nous on va suivre plus particulièrement l'histoire du prince aîné qui est une sorte de mage qui en fait va décider de recueillir un petit garçon qui s'appelle Milo. On va vite comprendre qu'il y a une part affective dans le fait de recueillir cet enfant et on suit également son histoire avec Meyel qui est une jeune femme qui va devenir... avec laquelle il va y avoir une histoire d'amour. Et donc en fait on suit toute cette histoire. Le prince... je me souviens plus de son nom. Enfin, il s'appelle le prince Lucifel, mais c'est son vrai nom, son nom d'usage assez Adelman, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Je dois dire qu'il y a quand même pas mal de noms. Ah, j'ai trouvé. Almandin. Ouais, il y a quand même pas mal de noms dans ce roman, donc du coup, je n'ai pas tout retenu. Et du coup, donc voilà, le prince Almandin va en fait trouver donc une stèle qui lui annonce qu'il doit trouver 5 pierres afin de résoudre un problème qu'ils ont en ce moment, à savoir que eh bien, il n'y a plus assez d'âmes qui alimentent le royaume et que du coup, voilà, ça perturbe tout l'équilibre qu'il y a entre les différents royaumes, entre le royaume des vivants et les différents royaumes des morts et des âmes. Donc voilà pour l'histoire. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez original, comme je vous l'ai dit, c'est assez complet, il y a pas mal de noms différents, etc. J'ai vraiment bien aimé de ce côté-là. Pour le coup, autant je vous avais dit que voilà, il y a un petit travers qui existe en fantasy, qui est que à un moment le personnage rencontre le vieux sage qui lui explique comment fonctionne l'univers et que du coup voilà, c'est un peu une solution de facilité pour l'auteur puisque du coup ça permet d'expliquer le fonctionnement du royaume de fantasy créé par l'auteur à travers ce personnage là. En l'occurrence ici il n'y a absolument pas ça et ça aurait peut-être été nécessaire puisqu'en fait du coup voilà, il y a quand même beaucoup de choses compliquées dans ce roman, il faut vraiment tout mettre en place, les âmes, comment est-ce qu'elles font pour passer d'un monde à l'autre, etc. Comment est-ce qu'une âme peut quand même mourir, enfin bon, il y a quand même pas mal de choses différentes et en fait on a des informations vraiment tout petit à petit au fur et à mesure. Rien que le fait que ce soit un royaume des morts, je crois que ce n'est évoqué réellement qu'à partir d'un certain nombre de pages. Tous les systèmes de royaume des bonnes âmes, des mauvaises âmes, etc. Je me souviens qu'il y avait une information quand même assez importante de ce côté-là au niveau de la compréhension et que je l'avais vu qu'à partir d'au moins une centaine de pages, peut-être même 150 pages. Donc voilà, on est quand même sur un truc auquel il faut un peu s'accrocher au départ pour tout comprendre. Ça aurait mérité peut-être un petit peu plus d'explications un peu plus fluides dès le départ pour un peu moins paumer le lecteur là-dedans. Après sinon j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je suis curieuse de voir ce que fera l'auteur ensuite.
Mais en tout cas j'ai plutôt bien aimé. Il fait quand même 560 pages, on est sur un bon récit et il y a vraiment plein de choses intéressantes qui s'y passent déjà. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif, à part donc ce tout petit truc qui est que j'aurais bien aimé qu'on m'introduise un peu plus le monde pour un peu plus le comprendre. Mais j'ai quand même mis la note de 17 sur 20 à ce récit. Ensuite, du côté des graphiques, je vais donc commencer très rapidement par celui que je n'ai pas en ma possession, à savoir L'Appel de Cthulhu par Lovecraft, illustré par François Barranger. Il est ressorti donc sous cette illustration-là assez récemment, je crois en fin d'année 2017, aux éditions Brajlon. C'est un roman illustré absolument sublime. Les illustrations de François Barranger sont à couper le souffle, je trouve. Je l'avais offert à mon copain, du coup voilà, je l'ai lu chez lui. Je suis hyper admirative des illustrations qui sont sublimes. Vous pouvez trouver ça, je pense, en partie sur internet. Et malheureusement, je dois dire que j'ai tellement été charmée par les illustrations que le récit m'a un peu moins marquée. Je m'attendais à ce que ça me percute un petit peu plus. On est quand même sur un grand classique du genre et voilà, malheureusement ça m'a moins marqué que les illustrations. Après j'ai trouvé ça très intéressant que juste à la fin il y ait une petite note de l'éditeur qui parle du racisme de Lovecraft, qui est quand même assez bien ressenti dans la nouvelle, surtout à certains passages, dans sa manière qu'il a de parler des populations amérindiennes ou ce genre de choses. Et voilà, j'ai trouvé ça bien de mettre cette petite note, de dire que oui, l'auteur est raciste, qu'on peut le dire, que c'est clair et net, que malgré tout, enfin voilà, que ça s'explique aussi en partie par rapport au contexte historique, etc., à l'époque à laquelle a été écrite le roman, et que voilà, il faut savoir faire aussi la part des choses entre ça et l'œuvre de l'auteur. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de le préciser, et voilà. Ensuite, j'ai donc lu le tome 3 des Enfants de la Résistance par Benoît Herse et Vincent Dugommier, donc le tome 3 qui s'appelle Les Deux Géants. Vous le savez, je pense maintenant, c'est une série de bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup par son aspect très éducatif, et en plus de ça, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la douceur des textes, j'aime beaucoup les trois enfants qu'on suit, enfin voilà, c'est vraiment pour moi une série de BD chouchoute. Je suis triste parce que le tome 3 c'est le dernier qu'ils ont à ma médiathèque, qu'il y a 2 autres tomes qui sont sortis. Je vais essayer de voir s'il y a moyen qu'ils les commandent, surtout que je sais que c'est une série qui est très très empruntée à ma médiathèque et qu'à chaque fois je suis bien obligée d'attendre mes réservations avant de pouvoir les avoir. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Ça se passe donc pendant la Résistance en France. On suit un groupe de 3 enfants qui vont essayer en fait un petit peu de mener leurs propres petites actions de leur côté. Ce sont des actions qui parfois prennent plus d'ampleur qu'ils ne l'auraient imaginé, et j'aime beaucoup tout ça. J'aime également beaucoup les planches qui sont tout à la fin de la bande dessinée, qui ressemblent à ceci et qui en fait sont, je crois que ça s'appelle, c'est le carnet historique ou quelque chose comme ça, pour en savoir plus. Ouais, et en fait, ce sont des pages qui mettent en lien des passages de la bande dessinée avec des événements historiques, et qui expliquent du coup voilà, d'où est-ce que ça vient, et ça apprend toujours plein de choses sur les réseaux de résistance et sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Et je trouve ça toujours super intéressant, donc voilà. Ensuite, j'ai également lu du coup le premier tome de The Promised Neverland, la série de manga dont tout le monde parle en ce moment. En fait j'ai commencé à le feuilleter en librairie et puis je suis repartie avec et je l'ai lu dans la foulée. En plus je suis plutôt contente parce que j'ai trouvé, donc c'est une édition limitée, mais bon moi je l'ai trouvé en librairie très récemment, ils en ont encore quelques-uns. C'est une jaquette réversible avec l'illustration par Benjamin Lacombe, donc je trouve ça chouette. Du coup en fait on est sur un manga dans lequel on suit 3 enfants qui sont orphelins, qui grandissent dans un orphelinat, qui font partie des plus grands enfants. Notre personnage principal, c'est cette jeune fille qui s'appelle Emma. Et en fait, ils vont se rendre compte que l'orphelinat leur cache beaucoup de choses, notamment sur l'extérieur. Et sur la raison de pourquoi ils sont dans cet orphelinat. C'est un orphelinat dans lequel les enfants passent des tests de QI tous les jours, et ils ont également des tatouages dans le cou avec des numéros. Et du coup voilà, on va découvrir, on va commencer à apercevoir ce qu'il se passe de l'autre côté, et les enfants vont donc décider que voilà, il faut partir. Pour l'instant, je n'ai donc lu que le premier tome. Je pense que je vais m'acheter la suite.
La seule petite chose qui me chagrine un peu, c'est que je sais que la série est très longue, enfin est déjà quand même assez longue en VO, à savoir qu'il y a plus d'une dizaine de tomes, donc bon, ça me freine toujours un petit peu. Après pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis, le 4e sort le 24 octobre, donc je me dis que si je les achète à peu près progressivement, ça devrait aller, et puis voilà. Mais en tout cas pour une fois que j'accroche à un manga, il faut quand même le noter. Et du coup pour terminer, je vais donc vous parler des petits romans graphiques par Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Je ne les ai pas tous, il y en a d'autres qui sont sortis mais que ma médiathèque n'avait pas. J'ai pris tous ceux qu'ils avaient. Du coup en fait on est sur une série de romans graphiques qui vont ensemble. En fait on découvre l'histoire avec Rouge Tagada, et dans Rouge Tagada tout au début il y a un portrait de classe, enfin une photo de classe qui est prise. Voilà, cette photo de classe, et en fait après Charlotte Bousquet va s'intéresser à différents personnages de cette photo de classe et raconter un peu leur histoire à chacun de ces personnages avec leur tracas de la vie adolescente. Pour certaines fois ce sont plus des petits tracas et il y a d'autres fois où ça aborde vraiment des thèmes plus forts et plus durs. Du coup voilà. Pour ma part, j'en ai donc lu 5 pour l'instant. Il y en a un, à savoir Secret pour Secret, qui est illustré par JP, contrairement aux autres qui sont par Stéphanie Rubini. Du coup, je ne sais pas s'il s'inscrit exactement dans la même lignée que les autres. Pour ce qui est de Secret pour Secret, il traite du thème de l'IVG. Je l'ai trouvé très fort, il fait partie de mes préférés du lot. J'ai également adoré Moremer Mocutter, qui traite du harcèlement, comme on peut s'en douter, que j'ai trouvé également très bien fait et très intéressant. J'ai également bien aimé Rouge Tagada, qui traite de l'homosexualité féminine, enfin en tout cas d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'une camarade de classe, mais ceci n'est pas forcément partagé. J'avais plutôt bien aimé également Invisible, qui traite du mal-être d'une adolescente qui se sent invisible aux yeux des autres et qui est en surpoids. Et j'ai un petit peu moins aimé Bull and Blues, qui traite d'un mal-être adolescent dans lequel une jeune fille voit son meilleur ami s'éloigner d'elle, et voilà. Celui-ci m'a un petit peu moins plu, mais le personnage qu'on suit dedans, qui s'appelle Chloé, est très présente après dans le reste des récits. Du coup voilà, c'est un personnage qu'on suit un peu en filigrane sur tous les tomes. Forcément, vu que ça se passe dans la même classe, il y a plusieurs histoires qu'on retrouve d'une BD à l'autre, et notamment certaines scènes qu'on voit d'un autre point de vue, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Donc voilà, c'est des petits textes qui sont vraiment intéressants. Le seul problème, c'est qu'ils sont assez courts et parfois c'est assez frustrant. Il y en a plusieurs sur lesquels on aurait aimé en voir un petit peu plus. On trouve que ça s'arrête un peu abruptement, et que voilà, le thème aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus creusé. Mais sinon, je trouve que c'est une petite série qui est plutôt sympathique. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si certains vous tentent. Sur ce j'en ai donc fini, je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!